Salut les gars, dans cette vidéo c'est simple, on a parlé argent. Comment commencer à investir intelligemment en 2025, ne pas faire les erreurs de débutants et surtout quelles sont les meilleures stratégies. Si tu penses que le livret A c'est une bonne idée et que la bourse et les cryptos c'est réservé aux experts, j'espère que cette vidéo elle va te faire changer d'avis. Dans cet épisode j'étais accompagné de Mathieu Louvet, investisseur, entrepreneur et expert en gestion de patrimoine. Il a créé la chaîne YouTube S'investir avec plus de 180 000 personnes à qui il enseigne l'art de l'investissement. Alors moi j'ai appris plein de trucs, les plus grosses erreurs des débutants, comment commencer avec un petit budget, dans quoi les riches investissent, et apparemment il y a des petits placements à 20% pas très connus. Également j'ai appris qu'on pouvait faire un crédit non pas pour investir dans l'immobilier, mais dans une autre forme de société. Vous allez découvrir tout ça. Également comment investir pour ses enfants, très important. Bref, en gros, comment faire travailler son argent efficacement en 2025. On a parlé bourse, ETF, immobilier, crypto évidemment. J'espère que vous allez kiffer, je vous laisse découvrir tout ça, c'est parti. Et non, c'est pas encore parti. Vous savez bien, on remercie les sponsors. S'il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas d'argent pour produire tous ces épisodes et pouvoir inviter de plus en plus de personnes. Donc merci à Gwensas. Pour les gens qui veulent investir dans le Bitcoin un peu différemment, eux, ils vendent pas du Bitcoin, ils vendent des machines de minage. C'est une entreprise française. Ils ont une des électricités la moins chère du monde. Vous avez le lien juste en dessous pour ceux qui sont intéressés. On remercie également DYDX. Tous les mecs qui kiffent le trading, c'est une des meilleures plateformes. Vous n'êtes pas en train de trader sur un échange centralisé, vous êtes en train de trader directement sur la blockchain. Pas de KYC, tout est géré par les smart contracts. Vous allez pouvoir faire des longues, des shorts, des leviers. Faites attention avec le levier. Ils sont en train de revenir en force en ce moment. D'ailleurs, ils ont fait une mise à jour sur leur appli iPhone. Merci à tous les gens qui cliquent dans le lien dans la bio et surtout aux gens qui s'abonnent. Ça fait une énorme différence pour nous, pour les sponsors, pour les invités. Donc, un petit click on the button, subscribe et c'est parti. Bonne émission. Est-ce que tu peux te présenter 2 secondes aux gens qui ne te connaissent pas forcément, même si beaucoup te connaissent sur YouTube déjà? Yes, donc Mathieu Louvet, fondateur de S'investir. Donc on est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et on est aussi une chaîne YouTube, un site internet de pédagogie sur l'investissement, sur les ETF, sur la bourse, sur les SCPI, sur toutes les classes d'actifs en fait pour investir globalement de manière passive, donc tous les placements financiers. Les cryptos aussi. Un petit peu de crypto, on Un, parle un petit un peu de petit peu. crypto. On pourra en reparler si tu veux. Et après, je suis aussi auteur, du coup, récemment, du livre Tout le monde peut réussir en bourse. Voilà, hein. Et on a une chaîne YouTube de 180 000 abonnés. Et on essaie de poster une vidéo toutes les semaines de pédagogie financière. C'était d'abord la chaîne YouTube et ensuite le cabinet de conseil ou c'est l'inverse? Non, d'abord la chaîne YouTube, effectivement. Ok. Donc toi, tu es CIF, c'est comme ça? Ouais, conseiller en investissement financier Do- et plus largement conseiller en gestion de patrimoine. Donc tu as le droit de regarder la cam et dire acheter du Bitcoin, ceci est un conseil en investissement. J'ai quand même pas le droit Ah parce merde. que avant, il faut faire signer plusieurs documents au client avant de pouvoir lui prodiguer des conseils financiers. Ok. Donc même nous, par exemple, ce qu'on fait sur Blox en disant ouais, on aime bien telle crypto et tout, c'est légal ou enfin ça rentre dans le ou c'est En fait, considéré comme un investissement, un conseil en investissement financier. l'AMF, l'autorité des marchés financiers, dit assez clairement, il y a tout un PDF avec un arbre de décision, est-ce que tu es dans l'illégalité ou pas? Et en gros, il faut que ça soit... Alors, ce qui n'est pas légal, du coup, c'est de donner un conseil en ayant analysé la situation de quelqu'un précisément sur un produit financier précis. Ok. Et si tu fais ça alors que tu n'es pas CIF, donc conseiller en investissement financier, enregistré à l'OREAS, une association professionnelle, etc., ça, tu n'as pas le droit. Ouais. Mais si tu donnes ton avis sur la crypto toi-même et que tu n'as pas, du coup, t'es pas sur des conseils précis sur un produit et en analysant une situation de quelqu'un, tu as le droit. Faut que le conseil soit personnalisé quoi. S'il n'est pas Voilà. personnalisé, Si tu fais un conseil personnalisé sur un produit et tu es passif et tu lui as pas fait signer les différents ok. documents réglementaires, tu es dans Ce l'illégalité. que fait Mounir un peu non sur Finari quand il fait ouais, j'analyse le patrimoine de tel gars, etc. Voilà, ben, Mais lui, il est Mounir, CIF, non? Il est alors sa société, ouais, peut-être. peut-être. Ouais. Est-ce que lui l'est? Je ne sais pas. Si lui, il l'est pas et qu'il conseille quelqu'un en analysant sa situation sur un produit, là, il a pas le droit. OK. C'est compliqué pour devenir conseiller en investissement financier ou pas? Alors, c'est pas si compliqué que ça OK. et c'est le problème selon moi parce que en fait, tout le monde aujourd'hui peut suivre une formation pour devenir CIF, s'enregistrer auprès de l'ORIAS, une association pro. Tout le monde en fait peut le faire. Il y a très peu de barrières à l'entrée. Il faut suivre une formation, ça dure 150 heures. Il y a de l'investissement, il faut OK. payer autour de 2 000 € à peu près par an entre la RC Pro, etc.
Moi, je croyais qu'il fallait un master ou d'avoir fait un stage dans une banque ou. Bah, il faut soit un master, soit une formation professionnelle que tu peux suivre à distance. Ok. Et c'est là le problème, en fait. Là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent prodiguer des conseils en n'ayant que très peu de background, en fait. Mais Ok. oui, tu as plusieurs options, en fait. Bon, j'essaierai de le passer un jour. J'ai envie de dire à la caméra, ceci est un conseil financier. Tu sais, nous, on se protège à chaque fois, on dit ceci n'est pas un conseil financier, mais finalement, on n'a même pas besoin de le faire, quoi. Ouais, c'est ça, tu n'as pas besoin de le C'est. faire. Même si c'est quand même bien hein, de dire Ouais, ouais, de c'est donner sûr. des disclaimers. En tout cas, dès que Mm. tu parles d'un produit et dès que tu parles de performance aussi, il faut dire performance passée, Ouais, préjuge pas des performances futures. ouais. Moi, c'est pas celui-là que je préfère. Moi, celui que je préfère, c'est ne mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ouais. Celui-là, il est parfait. Parce que, comme ça, tu peux pas, tu peux que très bien dormir la nuit. Tu vois, si l'argent, tu étais prêt à le perdre, il Ouais, c'est vrai. n'y a pas de souci. C'est vrai Genre- que c'est déjà plus précis que investir comporte des risques. Ouais, C'est c'est quand même vrai. très flou. Mais c'est quoi les risques de l'investissement d'ailleurs? Parce que le trading comporte des risques, ça, je suis d'accord. Tu vois, Ouais. 90% des traders perdent de l'argent. Mais c'est quoi le risque aujourd'hui pour moi d'investir mon argent? C'est que tu investisses dans une action et que cette action, elle fasse faillite. Tu investisses dans une crypto et que cette crypto, elle descende et qu'elle se casse la figure. Mm. Le risque, c'est de perdre de l'argent en ayant investi. Et surtout, si tu as investi de l'argent que tu n'étais pas prêt à perdre, en fait. Ouais. Ça, c'est un risque. Il y en a beaucoup qui investissent de l'argent qui sont pas prêts à perdre. Mais j'espère pas. Euh, Toi, tu as déjà accompagné des gens comme ça qui ont peut-être trop investi ou au-dessus de leurs moyens. Ou même des fois, on entend des trucs fous dans les cryptos, genre ouais, j'ai pris un crédit pour investir dans ouais. Solana ou autre. Tu as déjà rencontré des gens comme ça? La majorité des problèmes moi, que je vois, c'est des gens qui investissent pas assez. Ouais. C'est trop d'argent sur le compte courant qui rapporte rien. C'est trop d'argent sur un livret A net d'inflation qui nous fait perdre du pouvoir d'achat tous les ans. Et les gens s'en rendent pas compte. Alors, des gens qui ont fait un crédit pour investir en crypto, moi, j'en ai pas. Moi, voilà, c'est plutôt des gens, bon, pères de famille et qui se disent comment bien placer Mm. les économies de la famille, etc. J'ai jamais eu de gens trop bullish ou Ouais. trop. Mais oui, par contre, tu as raison, hein, faire un crédit à la conso pour investir dans la crypto-monnaie page 10 de CoinMarketCap, ça peut être très dangereux quand même. C'est qui te double, hein. Montrez-vous dans le chat. Je suis sûr qu'il y en a qui ont fait ça. Nous, on en reçoit des messages comme ça de temps en temps, mais bon. J'ai envie de commencer par des petites questions complétion de phrases. Juste, tu complètes la phrase, tu débats pas dessus et on débattra à la fin dessus. OK? Texte à trous. Ouais, texte à trous, il y en a beaucoup, il y en a 15 ou 16. OK? Donc je dis vraiment un mot. Bah, pas un mot, mais Je genre, continue la phrase, je ouais, dis pas plus. tu débats pas. L'âge idéal pour commencer à investir, c'est 0 ans. 0. Si tes parents commencent à Et investir pour non, toi ne dès que t'es né. débat Ah oui, pas. Voilà. ok. 0. Et après, Vraiment je aucun reviens. détail. Le meilleur conseil que je peux donner à un investisseur débutant. Apprendre avant de commencer. Je peux commencer à investir à partir de quelle somme? 1 euro. L'investissement le moins risqué, c'est La bourse sur le long terme. l'investissement le plus risqué. Le compte courant. Un bon rendement sur un investissement, c'est combien par an? C'est 7,5. Le marché qui m'attire le plus en ce moment. La bourse. L'erreur la plus courante des investisseurs débutants. Changer de stratégie. D'ailleurs, la meilleure stratégie d'investissement sur le long terme. Diversifier. Si j'avais 100 euros à investir aujourd'hui, je les mettrais dans. Un ETF S&P 500. Si j'avais 100 000 euros à investir aujourd'hui, je les mettrais dans. Un ETF S&P 500. Le type d'investissement que j'éviterais en 2025. Les mêmes coins. Un investissement sous-estimé, mais qui pourrait rapporter gros. Le private equity. Ok. La plus grande qualité d'un bon investisseur. La discipline. L'idée reçue sur l'investissement qui m'énerve le plus. Il faut être riche pour commencer. Le meilleur investissement que j'ai fait. L'usufruit de SCPI en société. Et l'investissement que je regrette le plus. Il y en a très peu. Hein. Waouh. L'investissement que je regrette. Le stock picking. Donc des actions individuelles au début.
Dividende, à Mhm. dividende. La plus grande erreur que font les gens avec leur argent. Ne rien faire. Le site que tous les investisseurs devraient connaître. C'est investir.fr, non. Curvo, backtest. La chaîne YouTube que les investisseurs devraient suivre. Je vais pas dire la mienne quand même. Bah si, tu veux dire. Bah, dis la Alors, tienne et une autre alors. Ben Félix, si vous comprenez l'anglais. Dans 10 ans, le marché qui dominera le plus, c'est. Enfin, le secteur, on pourrait dire. Le secteur? Ouais, le secteur en bourse qui dominerait le plus. Technologie, hein, en disant toujours. Le plus gros danger pour les investisseurs en ce moment. Ne rien faire, hein. Ça, c'est Mm. toujours le même danger d'ailleurs. Et l'avenir du Bitcoin et des cryptos, c'est. C'est. Ouais, c'est. C'est. L'avenir du Bitcoin et des cryptos, c'est. Je cale sur ce Joker, C'est on a le bullish. droit à un Joker. Là. Qu'est-ce qu'ils disent? Biohack. C'est Ouais, personne n'a de boule de cristal. c'est vrai. C'est terminé, c'est bon. Tu peux Je peux développer parler. maintenant. Tu peux développer. Ça donne envie de développer pas mal, ouais. Tu m'as dit l'âge idéal pour commencer à investir, c'est 0. Ouais. Ouais, est-ce que tu peux plus nous éclairer sur ça? C'est-à-dire qu'on devrait commencer à investir dès l'âge de, on va dire, 18 ans. Non, si vous êtes parent aujourd'hui, vous avez un enfant, il y a beaucoup de parents, ils font quoi? Ils mettent 50 € par mois sur leur livret A, enfin, sur le livret A de leur enfant. Non. Votre enfant, il a un horizon de placement au moins de 18 ans. Il a une tolérance au risque élevée parce que de toute façon, il ne va pas regarder son compte. Et en 18 ans, plutôt que de mettre sur un livret A, historiquement, depuis 1900, le livret A, il rapporte moins 3,9% net d'inflation. C'est une perte. Oui. En 18 ans, au rythme de l'inflation sur les 60 dernières années en France, un livret A, il va faire quoi? Il va perdre du pouvoir d'achat. Le rythme d'inflation sur les 60 dernières années, c'est 4% en France. 4,01% en France. C'est Donc, beaucoup par rapport aux autres pays ou pas? non, c'est relativement limité. Enfin, la France, c'est quand même une économie qui a su maîtriser son inflation après-guerre. Enfin, il y a eu des inflations à plus de 10%, etc. Mais on n'est pas tombé dans une hyperinflation comme le Liban ou le Venezuela ou autre. En tout cas, si vous êtes parent aujourd'hui, au lieu de mettre 50 € tous les mois sur un livret A, créez de la richesse en fait à votre argent, à votre enfant, au lieu d'en détruire. Parce que mettre sur un livret A, c'est en détruire de la richesse. C'est perdre du pouvoir d'achat. Les Sur gens, les gens qui aujourd'hui mettent de l'argent dans le livret A, ils perdent de l'argent. Si c'est sur un horizon de placement de 18 ans, oui. Parce que l'inflation va être plus élevée que le livret A, que le rendement du livret A. Donc si pendant 18 ans, on peut investir sur de la bourse, des ETF, même des SCPI à la limite, un truc un peu plus défensif si la personne a une aversion au risque, bah, voilà, on va contrer l'inflation, on va créer de la richesse à son enfant et à ses 18 ans, il sera super content d'avoir un pouvoir d'achat qui a grandi et qui va pouvoir payer ses études, l'achat de sa voiture ou autre. Mais du coup, comment est-ce que je peux investir? Mais du coup, j'ai investi en bourse en tant que parent en mon nom et à la fin, je lui donne. Je suis obligé de faire ça. Je peux pas lui créer un compte. Tu peux lui créer un compte. Ah, Tu d'accord. peux lui créer un compte courant. Tu peux lui créer un compte titre. Ouais, Tu peux lui créer une assurance vie à son nom. Et ça lui appartient déjà. d'accord. Et tu peux investir 50 € par mois pour lui. Et c'est toléré par l'administration fiscale comme étant un présent d'usage. Donc, on n'y reviendra pas dessus. D'accord. Évidemment, tu n'as pas le droit de lui mettre une somme astronomique Ok. parce que ça serait sujet à des droits de donation. Ouais. Mais si tu mets quelque chose qui est toléré par l'administration fiscale, en général, c'est 2-3% de ton patrimoine à toi. Donc, si tu y mets 50 € par mois et qu'à côté, tu gagnes 2000 € net avec ton emploi, il n'y a pas de sujet. Ok. Ça lui appartient directement, c'est à son nom. Tu n'auras pas besoin de faire une donation, tu n'auras pas de droit de fiscalité dessus. Ah, ça sera à lui, à ses 18 ans, c'est à lui. C'est acté. Ok, ça, je savais pas. Et ouais, les gens disent en crypto aussi, oui, c'est pareil. On pourrait En mettre crypto. 50 € de Bitcoin ou d'Ether dans un wallet qu'on lègue à nos enfants. Ça peut être cool. Pour tous les crypto boys qui nous écoutent, voilà, investir sur du Bitcoin aujourd'hui, qu'est-ce que ça sera dans 18 ans pour vos enfants? Ouais, En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que
sur un livret A, le pouvoir d'achat aura été grignoté. Ouais. Voilà. Donc, à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux quand même? Ça, je pense que tu as déjà dû le simuler, j'imagine. Si on met 50 € par mois pour notre enfant dans le SP 500, par exemple, au bout de ses 18 ans, ça représente quelle somme? J'ai pas le calcul en tête comme ça. Historiquement, les actions américaines ont rapporté 10% par an brut d'inflation. Net d'inflation, on a des données depuis 1800, donc plus de 200 ans de données sur les actions américaines, c'est 7% net d'inflation. Tu fais le calcul, 50 € par mois investis à 7%. Il y a plein de calculatrices d'intérêts composés. Ouais. Encore une fois, il y en a sur s'investir.fr. Mais tu fais le calcul, ça donne une somme, ça donne une somme importante. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait le calcul aussi dans le Ouais. chat. Et en tout cas, moi, j'ai un calcul en tête, c'est si tu investis 150 € par mois à 10% par an, pendant 42 ans, donc c'est la durée de travail en France avant d'atteindre la retraite. Ouais. Donc, c'est 150 € par mois, c'est 5 € par jour. À 42 ans, tu es millionnaire. Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tu vas pas forcément être millionnaire, il y a l'inflation à enlever, il y a la fiscalité, il y a plein de choses. Mais c'est pour dire que souvent, on ne se rend pas compte de la puissance des intérêts composés. On se dit pas, ah, en investissant un petit peu en bourse, combien ça va faire ouais, ça va faire un truc ridicule. Non, en fait, ça peut être très, très significatif. Ouais, mais il y a beaucoup de Français qui vont te dire d'accord, c'est très bien, mais 150 € à la fin du mois, moi, je les ai pas. Moi, je suis à zéro à la fin du mois. Comment on Ouais. arrive à se lancer dans l'investissement quand vraiment on est, short sur son budget, quoi, et qu'on n'a même pas 1 € à la fin du mois, quoi. Alors, je te rejoins complètement, hein. Il y a plein de gens qui sont extrêmement riches, qui n'ont aucun problème. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, qui déjà sont dans le rouge à la fin du mois. Là, le sujet, c'est pas d'investir, c'est d'abord d'équilibrer son budget et d'essayer que ses revenus soient supérieurs à ses dépenses. Ça, c'est sûr. Comment faire? Regarder, analyser ses dépenses. Une des erreurs principales, c'est de faire l'autruche. Donc, de ne pas ouvrir son compte par peur de voir du rouge. Ça, c'est une erreur. Clairement, il faut affronter le découvert et essayer de se remettre à flot. C'est compliqué. J'ai pas de solution miracle à ça, mais Et voilà. c'est quoi pour les dépenses inutiles des Français qui pourraient être Déjà, les frais bancaires. Les frais bancaires, moi, c'est quelque chose que je connais bien. En France, en moyenne, on paye 250 € par an par personne de frais bancaires parce que on paye sa carte bancaire, on paye des frais de tenue de compte, on paye des choses qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui avec des banques en ligne qui font les mêmes services. Aujourd'hui, qui proposent même des cartes Gold Mm. gratuites avec assurance, visa première pour les voyages, etc. Et ça, c'est souvent sans condition. Des fois, il peut y avoir des conditions de revenus, ça dépend les banques. Mais déjà, voilà, tu gagnes 250 € par an. 250 € par an que tu peux peut-être investir. Ensuite, faire l'autruche quand tu as trop d'abonnements. Netflix, la salle de sport à laquelle tu vas plus, Spotify. Spotify, alors que tu es aussi abonné à Deezer, le Disney Plus que tu regardes plus, ou l'abonnement téléphonique qui coûte 50 € alors que tu pourrais faire moins cher ailleurs. Voilà, ça c'est clair qu'il faut travailler sur tes dépenses. Et donc il y a deux aspects, hein. Soit tu travailles sur des dépenses, soit tu travailles sur tes revenus. Le mieux, c'est de faire les deux. Est-ce que tu peux travailler aussi sur tes revenus, renégocier un salaire, essayer de voir comment gagner plus? Voilà. Après, on pourrait en parler 100 ans, Ouais. mais c'est compliqué et chaque situation est à analyser individuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui investissent quand même régulièrement ou ils mettent que dans le livret A. Franchement, il y a très peu de Français qui investissent. Et je pense que dans le chat, et nous, on est dans une espèce de bulle d'investisseurs, de gens qui connaissent hein, les cryptos, les ETF, la bourse, etc. Quand tu sors de ce monde-là, franchement, très peu de gens qui investissent. Ça arrive. Il y a une génération, enfin notre génération qui a 30 ans là aujourd'hui, s'éduque de plus en plus financièrement. C'est une superbe chose. Par contre, on est en retard. On est en retard, c'est catastrophique, hein. Si on compare à l'Allemagne, aux États-Unis, on est dans un pays, en France, les gens investissent très peu, gardent beaucoup de liquidités improductives. Il y a plus de 700 milliards sur des comptes courants et des dépôts à vue en France qui servent à rien, Mm. qui rémunèrent personne, qui rémunèrent une chose, ce sont les banques Ouais. qui en profitent et qui gagnent des intérêts avec votre argent sur des comptes courants.
et vous ne gagnez pas. Il y a des business qui ont explosé, c'est les banques, notamment les banques en ligne pour les comptes pro aussi, hein, et ceux qui ont des entreprises, la trésorerie qui est inutilisée. Et il y a des banques qui se sont fait des, des oreilles en or Ouais, parce que en 2024, on a eu la BCE qui rémunérait les liquidités donc à la Banque centrale à plus de 3%. Eux, les banques, elles ont placé à l'argent à plus de ouais. 3%. Et ceux qui avaient des comptes courants non rémunérés gagnaient rien du tout, étaient juste exposés à l'inflation. Il y a très peu de Français qui investissent, on est en retard et pourtant on est un des pays qui épargne le plus. Ouais, dans le livret A, quoi. Voilà, livret A, compte courant, dépôt à vue. On a énormément d'épargne en France. On n'en fait rien. Il y a 2 problèmes à ça. Premier problème, vous, en tant que particulier, vous perdez du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Et deuxième problème, l'économie, puisque de l'épargne qui n'est pas investie, c'est de l'épargne qui dort, qui ne va pas produire. Ouais. Quand alors, il y a plein de problèmes avec le modèle américain, hein. Et quand on est en Amérique et que on cotise pour un fonds de pension, le fonds de pension, il va faire quoi? Il va investir dans des entreprises, dans du private equity, donc des entreprises non cotées, dans l'innovation, et ils vont avoir plein de fonds pour investir. Mmh. En France, on manque de fonds pour investir dans l'IA, dans plein de trucs. On n'a pas assez d'argent, on est obligé d'aller chercher des partenariats avec l'Arabie Saoudite, etc. Et voilà, donc c'est 2 gros problèmes en fait, c'est qu'on épargne beaucoup, mais pour rien faire, et on n'investit pas assez, on n'est pas assez éduqué financièrement en France, c'est clair. Et ça, c'est un problème qui vient de l'éducation directement, tu penses? Ou c'est peut-être une facilité de comment ça s'appelle, d'investissement? Parce que j'ai l'impression que maintenant, avec Revolut, par exemple, qui est très retail comme appli, il y a beaucoup de gens qui avaient Revolut comme compte en banque et qui se sont mis à investir. Parce qu'il y avait une facilité de Mmh. ah, tiens, ils proposent du Bitcoin, alors que sur Crédit Agricole, je peux jamais de la vie, je peux investir un Ouais. truc. Donc, est-ce que ça va passer par là, peut-être une démocratisation de l'investissement par les plateformes et les banques en ligne qui aujourd'hui séduisent beaucoup de gens aussi? Clairement, les banques en ligne, les courtiers en ligne démocratisent l'investissement, rendent ça accessible dès 1 euro. Tu peux acheter des ETF, des cryptos, et c'est génial. Tu as juste à appuyer sur le bouton vert acheter. C'est en un clic, c'est accessible à tous. Il suffit d'une connexion Internet aujourd'hui. Donc, clairement, ça démocratise, hein. Il y a 40 ans, il fallait appeler son courtier, payer 20 euros pour acheter Mmh. 100 euros de. Bitcoin n'existait pas, mais les cryptos n'existaient pas, mais 100 euros pour acheter une action, quoi. Euh, Donc ça participe, c'est clair. Moi, je vois un deuxième aspect de notre retard, c'est qu'on est dans, je dirais même 2 autres aspects. C'est un, on est dans une culture, dans une société où l'argent est assez tabou. Donc on ne va pas parler avec son voisin d'investissement, de salaire, de revenus, voilà, donc ça se répand pas aussi vite qu'ailleurs, le message. Mmh. Et le deuxième problème, c'est qu'on est en France plutôt dans un état-providence qui va nous assurer, alors jusqu'à présent, la retraite, la santé, etc. Et donc du coup, on se dit, bon, j'ai pas besoin de faire grand-chose moi à titre individuel. Il y a d'autres sociétés où tu es obligé de faire des choses à titre individuel pour assurer ton futur. Et donc forcément, tu t'éduques financièrement parce que tu es obligé. Tu as dit, jusqu'à présent, l'État, provisionnait, la retraite et cetera. Tu penses que ça va, qu'on n'aura plus de retraite en France, dans les années à venir? On peut faire une croix dessus? Il y a 40 ans, mon père disait à ma mère: «On n'aura pas de retraite». Aujourd'hui, ils sont retraités, ils sont bien contents. Je pense que on spécule souvent sur le futur. En vrai, on n'en sait rien, ce qui va se passer dans 40 ans. C'est-à-dire que si ça se trouve, dans 10 ans, les retraites seront annulées et puis elles seront rétablies dans 20 ans. On n'en sait rien, hein. En tout cas, ce que je sais, c'est que on est dans un système qui est de plus en plus déficitaire. On a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs proportionnellement. Ça, c'est clair, hein. C'est le baby boom qui aujourd'hui se transforme en papy boom. On a beaucoup de retraités. La tendance politique, c'est augmentation de l'âge de la retraite, c'est diminution des pensions de retraite, en tout cas vis-à-vis de l'inflation, c'est sûr. Moi, ma philosophie, c'est de dire, on ne sait pas ce que Ouais, bien l'avenir nous sûr. réserve, on ne sait pas si on aura des retraites. Prenez en main votre avenir financier vous-même, reposez sur vous, vos actions, etc. Parce que, effectivement, si ça se trouve, l'État ne vous en fournira pas dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 40 ans pour les plus jeunes qui nous écoutent. Et
Par rapport aux cryptos ou plus basiquement au Bitcoin, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est un investissement qui est fiable et qu'on peut conseiller et garantir sur 10 ans, sur 15 ans? Le Bitcoin ou les cryptos? On va commencer par le Bitcoin. Après, tu me donneras ton avis sur les cryptos. Parce qu'il y a vraiment le Bitcoin et le marché crypto pour moi. Euh, Est-ce que le Bitcoin est fiable? Le Bitcoin, Est-ce que toi, tu conseillerais, enfin, est-ce que c'est dans les méthodologies de conseiller en investissement financier de proposer aux gens d'avoir du Bitcoin dans leur patrimoine? pour quelqu'un qui est jeune, qui a un horizon long terme, qui est prêt à accepter de la volatilité, le Bitcoin aujourd'hui, c'est devenu une classe d'actifs majeure. Ça fait partie du top 10 aujourd'hui des classes d'actifs. On a l'or, on a des grandes capitalisations Nvidia, Meta, Amazon et tout. Et puis on a, je pense, Bitcoin qui est, je crois, septième en termes de classe d'actifs. C'est une classe d'actifs énorme. Les institutionnels s'y sont mis. ETF, BlackRock qui a sorti des ETF. C'est dans les bilans de beaucoup de boîtes aujourd'hui. MicroStrategy, Tesla, etc. Et c'est même dans des réserves d'État. Mm. États-Unis. Alors parfois, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est parce qu'il y a eu des saisies judiciaires, ils ont Mm. des cryptos. Mais il y a plein d'États aujourd'hui qui ont de la crypto. Avant, c'était un marché de niche, la crypto, le Bitcoin. C'était un marché de niche. C'était vraiment les connaisseurs, les techos, les mecs qui, un peu crypto-anarchistes, etc. Aujourd'hui, c'est devenu presque mainstream. Euh, tu parles de Bitcoin à n'importe qui, au moins il en a entendu parler. Peut-être qu'il Ouais. n'en a pas, un jour il en aura, et qu'il le veuille ou non, je pense. Les Américains, en tout cas ça va commencer par eux, les fonds de pension vont à terme avoir du Bitcoin Ah ouais. euh, parce qu'ils ont aujourd'hui du private equity, ils ont des actions, ils diversifient. Ils auront aussi, via un ETF BlackRock très simplement, du Bitcoin. Monsieur et Madame tout le monde aux États-Unis auront du Bitcoin sans peut-être même le savoir dans leur fonds de pension. Tout ça pour dire que le Bitcoin, ça a fait ses preuves. On l'a vu, hein, c'est donc depuis 2008, c'est devenu une classe d'actifs majeure. Moi, ma philosophie, c'est de dire, est-ce qu'il faut en avoir? Ben, encore une fois, personne n'a de boule de cristal. En tout cas, c'est devenu un actif très important aujourd'hui. Et donc, ne pas en avoir, ça serait potentiellement passer à côté d'une opportunité. Donc, ça serait une erreur de ne pas en avoir. Ça serait aussi une erreur d'en avoir trop. Mm. Parce que ça reste quand même un actif improductif. Quand j'investis moi sur des actions, sur du private equity, c'est des boîtes qui génèrent des bénéfices, qui créent de la valeur, qui vont redistribuer à leurs actionnaires cette valeur-là, une partie de leurs bénéfices. Quand j'investis moi sur de l'immobilier, c'est des actifs qui vont produire, qui vont créer des loyers et donc qui vont créer des revenus, qui vont créer du cash flow. Quand j'investis sur le Bitcoin, si je ne suis pas un mineur de Bitcoin, j'ai aucun cash flow, j'ai aucun revenu, hein. Ouais. Donc ça reste lié à deux choses. La supply est limitée et en gros, il faut que la supply reste limitée et que la popularité du Bitcoin augmente, qu'il y ait de plus en plus de volume dessus, plus de pression acheteuse. Donc ça peut clairement être le cas. Donc moi, j'essaie d'être assez agnostique sur ça, de me dire, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer demain. En tout cas, c'est une classe d'actifs qui est importante et donc du coup, en avoir, pas trop non plus. Moi, j'en ai à peu près 5 à 10 de mon patrimoine Ok. financier. Je trouve ça complètement cohérent, complètement pertinent, ouais. C'est pour ça que nous, comme tu dis, c'est improductif. On le compare plutôt à l'or. Tu vois, quand on dit, ouais, le Bitcoin, Hmm. c'est l'or numérique, l'or 2.0. Est-ce que toi, tu comparerais justement le Bitcoin et l'or en termes de propriété sur l'investissement? Ouais, c'est ça, hein, clairement. Donc, C'est même mieux que supply l'or. limitée, Parce que tu as dit, ouais, mais la supply de l'or, on la connaît pas vraiment. Enfin, ça reste limité. On la connaît pas vraiment, mais ça restera limité. C'est une matière première. Les ressources de la planète sont limitées. ouais, mais si on va la diguer sur une autre planète, on peut aller chercher de l'or sur une autre planète. C'est vrai, il y a une planète qui est remplie d'or, là, mais Ouais, alors là, le coût d'acquisition va être quand même extrêmement élevé, je pense. Mais en tout cas, bon, a priori, supply limité, même s'il y a une autre planète, ouais, bon, a priori. a priori, ça reste limité. Et en tout cas, depuis que l'or est utilisé, sa demande, en tout cas structurellement, a été acheteuse. Donc oui, clairement, il y a des comparaisons qui se font, hein. Ils ont un délire là en ce moment aux États-Unis. Ils ont dit, ouais, on va aller vérifier
les réserves d'or dans Fort Knox. T'as pas vu passer Non, ça? j'ai pas vu passer ça, non. Ben, c'est Elon Musk et Trump qui ont dit ouais, ça fait longtemps que ça n'a pas été vérifié. Il faudrait qu'on aille vérifier si on a bien les 400 milliards de dollars qu'on nous avait prédit dans Fort Knox. Tu vois, la grosse réserve d'argent, enfin d'or pour le coup. Mais les gens se disent qu'est-ce qui se passe si jamais il manque de l'oseille à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe si on nous a menti? Parce qu'il y a plein de théories du complot comme quoi l'argent ne serait pas là. Enfin, je dis l'argent, mais c'est de l'or. Qu'est-ce qui se passerait s'ils découvraient que l'or a disparu de cette réserve? Alors, je suis pas l'expert pour répondre à cette question. Et sur les cours de manière générale, enfin, j'imagine que ça Ouais. provoquerait un chaos. J'imagine qu'ils ne le diraient même pas, pour le coup. Je suis pas. Alors, franchement, je pourrais pas. En tout cas, ce que je peux répondre à ça, c'est que si on fait la comparaison encore une fois avec le Bitcoin, Ouais. on a vu Larry Fink et BlackRock dire le code du Bitcoin, si tout le monde, enfin si 50% acceptent, hein, Ouais. pourrait être changé et on pourrait augmenter la supply du Bitcoin. Ça va un peu dans le même Ouais, sens, hein, c'est c'est-à-dire ça. que la supply du Bitcoin, elle est codée, mais ce code peut être changé. Ouais. Si tout le monde est d'accord. C'est ça. Enfin, si la majorité est d'accord. C'est une des peurs que les gens ont, en tout cas sur le Bitcoin. Et l'autre peur, ce serait que le wallet de Satoshi Nakamoto bouge, Ouais. ou alors qu'on découvre qui c'est, etc. Toi, tu as une théorie sur qui ça pourrait être, Non, le créateur du Bitcoin? je sais qu'il y a des suspects, Adam Back, etc. Mais non, franchement, et à vrai dire, c'est une bonne chose hein, qu'on n'ait pas le créateur du Bitcoin et qu'il soit pas connu en tout cas. Ça, c'est un autre argument en faveur du Bitcoin, là où Vitalik, par exemple, sur Ethereum, pourrait, je sais pas moi, mourir, avoir le cancer, être emprisonné, et c'est ce qui pourrait toucher la valeur de l'Ethereum. Là où ben, le Bitcoin, en fait, il est intouchable pour l'instant, en tout cas. Ça joue beaucoup sur sur la bourse, par exemple. Enfin, je sais que, par exemple, Elon Musk, quand il faisait des vagues, ça jouait beaucoup sur le cours de Tesla. Il y a d'autres actions comme ça qui bougent énormément à cause du directeur ou du CEO. Ah oui, oui, clairement. Il y a plein de. Il y a eu un scandale sur Orpea, je ne sais pas si tu as suivi. C'est quoi Orpea? C'est une entreprise française d'EHPAD. Ok. Et il y a eu un énorme scandale, un livre qui est sorti sur cette entreprise. Elle a fait moins 99,9%. Ah merde. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte de plein de problèmes à l'intérieur de cette boîte, de la gestion et même de la gestion des petits vieux en fait, dans les EHPAD. Il y a plein de choses qui arrivent comme ça. Tu parlais de Tesla avec Elon Musk. Tesla, lorsqu'ils ont annoncé juste faire un split de leur action, donc juste, il y a une action qui vaut 1000, imaginons, et on crée 10 actions qui valent 100, Ouais. ça change absolument rien à la valeur intrinsèque de Tesla, à ses bénéfices futurs, à son cash flow, et pour le calcul donc, du discounted cash flow. Donc, c'est comme ça qu'on fait normalement pour prédire la valeur d'une action. Ça change absolument aucun paramètre, hein. Mhm. C'est juste qu'au lieu d'avoir une action, tu en as 10. Ça a bougé le cours de bourse Ouais. de Tesla. Ça l'a fait chuter? Ça l'a fait augmenter. Ah. Bon. Voilà. Donc, il y a plein de spéculations, de variations. C'est volatile la bourse. Pas autant que les cryptos, évidemment, mais Ouais. c'est très volatile. Et oui, une info sur le dirigeant, le CEO, un tel, il a vendu ses actions, un livre qui sort, une action qui est splittée. Oui, ça bouge les cours, clairement. Du coup, il faut avoir quand même une gestion active de son portefeuille d'actions en fonction de toutes ces news et tous ces... Au contraire, en fait, il faut avoir une gestion passive. Si tu essayes de suivre la moindre actualité, tu vas être dépassé par les professionnels de l'investissement, par une armée d'IA, de traders ultra court terme. Mm. Quand je dis ultra court terme, c'est des mecs qui sont connectés aux bourses. Ils n'ont pas un petit réseau Wi-Fi avec ta Ouais. Freebox, tu vois. Ils sont connectés avec une énorme fibre pour envoyer leur ordre le plus rapidement possible à la nanoseconde près. Ces gens-là, en fait, ils vont suivre les actualités, ils vont avoir des algorithmes de malades. Et toi, tu vas être un pantin pour eux. Ouais. On va t'utiliser, en fait, pour gagner de l'argent sur ton dos. Donc non, en fait, moi, ma philosophie, c'est l'evidence-based investing. C'est l'investissement basé sur les preuves, EBI.
et un investissement basé sur les preuves, les recherches, les données. Il y a de nombreux prix Nobel de l'économie qui ont étudié tout ça. Plus tu agis en bourse, moins tu gagnes d'argent. Et ça, c'est contre-productif. Enfin, pardon, c'est contre-intuitif. Ouais. Ça, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que on nous apprend à plus tu travailles, plus tu gagnes. Gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Une phrase d'un certain politique. On nous apprend ça. En bourse, c'est l'inverse. C'est moins tu en fais, plus tu vas gagner de l'argent, plus tu es passif, plus tu vas gagner de l'argent parce que tu vas avoir moins de friction fiscale, tu vas payer moins de frais, tu vas pas essayer de prédire et tu vas avoir tes biais cognitifs qui vont moins agir parce que de base, on est des piètres investisseurs en bourse ou en crypto, même en trading, en fait, on est des piètres investisseurs. Si on laisse nos émotions agir, on est nul. On se fait avoir par les gros. Et donc, moi, ma philosophie, c'est au contraire, rester diversifié, long terme, passif. Et c'est comme ça qu'on va se placer parmi les 10% des meilleurs investisseurs sur le long terme. Comme tu dis, investir du coup sur les preuves. C'est ça que tu as. Non, c'est quoi Mm. le mot que tu as employé? Ouais, c'est ça, investir. Ouais. Sur les preuves. Evidence-based investing, donc Ouais. l'investissement basé sur les preuves et les faits. Et c'est comme si nous. Mais ça, tu vois, ça marche pas trop dans les cryptos. C'est comme si nous, on se basait sur. Du coup, nous, on fait de l'analyse on-chain. Parce que nous, on n'a même pas besoin d'attendre un report de quoi que ce soit. On sait directement si un protocole, il a produit de l'argent, combien il a dépensé, etc. Mais souvent, on a des protocoles qui gagnent de l'argent, mais qui sont sous-évalués. En fait, il y a beaucoup de marketing qui rentre en jeu dans la crypto, dans l'évaluation d'une crypto ou non. Est-ce que c'est pareil dans la bourse? Et j'ai l'impression que c'est pareil pour Tesla. Ils gagnent pas tant d'argent que ça, mais finalement, ils sont mis en avant, etc. En fait, En fait, c'est marketing over the proof, tu vois, souvent. Non? alors ça marche sur le court terme. En Ok. bourse, en tout cas. Ouais. Je parle de la bourse, ça marche sur le court terme. Tu as une superbe histoire à raconter, tu as un storytelling de malade. Ton cours, il va peut-être augmenter. Mais si 5 années plus tard, tu n'as toujours pas fait les bénéfices que tu avais prédit, bon, ben, les actionnaires, ils vont pas être dupes. Ils vont se dire, bon, ben, c'est pourri en fait son projet. Même si ton marketing était incroyable, tu vas avoir ton action qui va dégringoler, c'est sûr. Ah, mais 5 ans, nous, ça n'existe pas en crypto. Et toute la première année, après, elle n'existe plus, hein, ça, c'est sûr. C'est clair, hein, c'est clair. En crypto, si tu veux juste que ton cours il atteigne le plus haut possible, il faut pas faire le meilleur white paper. Il faut juste avoir Ouais, les meilleurs influenceurs avec toi. c'est ça. Mais c'est en train de changer un petit peu. À l'époque, surtout 2021, tu pouvais lever des sommes astronomiques seulement sur un white paper. Là, ça commence un peu il commence à se calmer les VC et les investisseurs. Ouais, ouais. D'ailleurs, toi, t'investis, tu m'as dit, l'investissement qui me séduit le plus, c'est le private equity. T'as dit ça, non? Ouais. Le plus sous-évalué, hein, c'était pas Ouais, ça, le plus ouais, sous-estimé. c'était ça, ouais. C'est le private equity, ouais. Très Et, peu connu. ok. Est-ce que tu peux expliquer un peu Mm. aux gens Private equity, c'est equity, ça veut dire action. Private, ça veut dire privé. Donc, c'est toutes les actions qui ne sont pas cotées en bourse. Et quand une action est cotée, on dit qu'elle devient publique. Public equity, c'est la bourse, en anglais. Private equity, donc, c'est toutes les TPE, les ETI, donc les entreprises taille intermédiaire ou petites et moyennes même, qui ne sont pas encore cotées en bourse ou qui n'ont pas la volonté de l'être d'ailleurs. Il y a plein d'entreprises qui sont très grosses et qui ne sont pas cotées. Donc ça, c'est le private equity et on peut investir dessus, soit en achetant des actions toi-même de une boîte. Ok. Tu vois, déjà, si tu as un oncle, je sais pas, qui monte une boulangerie, qui monte du coup une SARL pour monter sa boulangerie, et toi, tu finances avec des capitaux propres à l'intérieur, tu vas en fait investir dans du private equity. Ok. Ça sera peut-être la boulangerie de ton oncle, mais ça sera du private equity. Mais tu peux aussi avoir des fonds de private equity qui vont investir dans tout un tas d'entreprises qu'ils auront, donc les fonds auront eux-mêmes audité ces entreprises. Et ils vont te faire un fonds diversifié de plusieurs boîtes dans plusieurs secteurs, la technologie, la santé, l'IA, etc. Tu vois, typiquement Mistral AI, Ouais. français qui fait de l'IA, bah, c'est pas coté en bourse. Si tu veux investir dessus, ils ont levé des fonds. Bah, si tu avais investi dessus, tu aurais investi dans du private equity. Ok.
Ce qui est le cas d'un des anciens ministres et tout. T'avais pas vu ça passer? Ah, j'ai pas vu ça passer. Alors, c'était soit un ancien ministre ou un ancien député qui était en charge du ministère de l'Innovation. Et le gars avait mis mais une somme ridicule, genre 350 € sur Mistral, Ok. et qui s'est transformé en des centaines de milliers d'euros, quoi. Vraiment Ok. en Petit délit d'initié ou. Ouais, sûrement. Ouais. Ok. Enfin, j'en Ouais, sais rien. intéressant. Désolé, je n'en sais rien. Mais ça avait été sorti comme ça dans les news, en mode comment il était au courant. Tu vois. Ah ouais, non, c'est ça. Alors, du coup, sur le private equity, il y a plusieurs segments. Je te la fais courte. Tu as les VC, donc Venture Capital, c'est tout ce qui est investissement, start-up, boîtes qui viennent d'être créées, qui ne sont pas encore rentables, etc. Ensuite, tu as le growth, toutes les entreprises qui sont en plein développement, commencent à être rentables, mais elles sont par exemple régionales et elles veulent devenir nationales. Ensuite, tu as le segment LBO. Donc ça, c'est des dirigeants, enfin des fondateurs qui veulent revendre une partie de leur société ou voilà, il y a une restructuration. LBO, ça veut dire leverage buyout. Souvent, il va y avoir un effet de levier avec de la dette pour maximiser les performances des investisseurs. Et après, tu as le capital retournement. Donc, c'est les entreprises qui sont en train de mourir peu à peu, qu'il va falloir Ok. Ce que faisait Bernard Tapie. voilà, c'est ça, qui a acheté une boîte à 1 euro, Ok. 1 franc symbolique à l'époque, et qui essayait de la restructurer. Et voilà. Donc ça, c'était le capital retournement. Et du coup, dans ces secteurs-là, tu vois, tu as le premier, donc startup, tout ça qui est très risqué. On dit 90% des startups qui tombent à l'eau. Et le dernier, capital retournement aussi, qui est très risqué. Il y a beaucoup de casse. Hmm. Il faut tomber vraiment sur une pépite qui va exploser, sinon ton portefeuille, il va pas bien performer. Et au milieu, tu as growth, donc développement, et LBO. Ouais. Et là, ces deux segments-là, ils sont connus pour historiquement avoir apporté plus de performance. C'est pour ça que je disais que c'est sous-estimé, parce que private equity sur tous ces segments, historiquement, c'est 13% de performance annuelle. Ok. Performance passée, Sur pas des des performances futures. entreprises françaises, nous, on peut le faire que sur les entreprises françaises? Non, Ou on peut le le faire sur des entreprises européennes, américaines, asiatiques. Mais c'est quoi? Je dois être dans le Blast Club pour Non, accéder à des non, trucs vraiment comme pas. ça? Comment je fais pour accéder à ce genre de deal, Non, le Blast justement? Club, c'est très cher, Ok. beaucoup de frais. C'est vraiment pas optimisé. Souvent, c'est des deals en fait qui sont même un peu pourris, hein, le Ah. Blast Club. Non, là, tu as des fonds en fait de qualité Ok, c'est les institutionnelle. fonds qui, Ouais, eux, font la due voilà, c'est diligence ça, qui font des due et diligence. créent un genre de TF. Enfin, Un fonds, ouais, ouais, c'est un ça. fonds. Bah, un ETF, c'est un fonds, donc tu as Ouais, raison. exactement. Et donc 13%, historiquement, la bourse est 10, 3% de performance par an avec les intérêts composés, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et si tu prends le segment Growth Buyout, LBO, et si tu prends dans ce segment-là le premier quartile, donc les fonds les plus prestigieux, historiquement, on est à plus de 20% de performance annuelle. Et ça, c'est un investissement aujourd'hui qui se démocratise. On a accès au private equity aujourd'hui à partir de 1 000 € sur des assurances vie, etc. Ça, pour moi, c'est un investissement sous-estimé. Et par contre, c'est pas du tout sous-estimé par les plus fortunés. Les plus fortunés, ils ont en général 25% de leur patrimoine en private equity. Et comment on y accède? Enfin, il y a un site ou faut passer par toi ou enfin. Non, non, les meilleures assurances vie aujourd'hui te permettent d'avoir accès à Ok. des fonds de private equity. Les meilleures formes de private equity, c'est à partir de 100 000 € les tickets d'entrée. Effectivement, c'est pas accessible à tous. Encore une fois, sur Assurance Vie, tu as accès à partir de 1 000 €. C'est diversifié, ça peut être très bien. Voilà. Performance passée, je ne préjuge pas de performance future, évidemment. Mais tu investis dans des boîtes et là, tu finances vraiment leurs capitaux. Ok. Là où la bourse, on n'en a pas parlé, mais c'est un marché secondaire, hein. C'est le bon coin des actions. Quand tu achètes des actions Apple, tu les achètes pas à Apple. Tu les achètes à ton oncle. Je sais pas pourquoi je prends ton oncle à chaque fois. Tu les achètes à ton oncle qui revend ses propres actions Apple qu'il ne veut Ouais. plus, hein. Et donc Apple ne voit pas la transaction, on n'a pas l'argent. Là, quand tu achètes des actions, enfin quand tu achètes des actions, hein, du private equity, c'est vraiment les entreprises qui sont en train de lever des fonds en fait. Ok. Et tu les finances pour leur innovation, leur développement d'activité. C'est un peu comme si tu étais business angel ou rien à voir parce que business angel, c'est Ben, surtout sur c'est les startups. ben, c'est ça, Business Angel, c'est un gars qui investit en private equity, mais au stade le plus tôt en fait, Ouais. de l'entreprise. T'as déjà fait ça, toi, ou pas? Oui, Essayer de soutenir une boîte d'un pote ou Ouais, investir ouais. dans un truc que tu pensais que ça allait exploser? Non, Tu ouais, l'as ouais, déjà fait? j'ai investi.
J'ai investi dans des startups. Ouais, ouais. Il y a un truc qui a bien marché ou pas? Pour l'instant, c'est des investissements qui sont pas encore assez matures pour voir si Ok, ça a bien marché. Mais oui, j'ai investi dans quelques banques en ligne, dans des fintechs, voilà, à titre perso. Ouais. ok, cool. Donc Blast Club, tu recommandes pas trop, quoi. Non, malheureusement, Ah, ok, encore une fois, trop de frais et des deals qui sont vraiment pas incroyables. ok, dommage. Nous, on a des trucs comme ça aussi dans la crypto, tu vois. Enfin, les ICO et t'as différentes. On peut être même avant le lancement, tu vois. Ok. Avant le lancement des Ouais. cryptos, quoi. Tu as des KOL rounds où c'est réservé que aux influenceurs. Ça, c'est un nouveau système de financement qu'ils ont mis au point. L'année dernière, ça a commencé, où ils sont allés voir tous les influenceurs. C'est-à-dire, tu vas sortir ta crypto et ils se sont dit, OK, vous avez le droit en tant qu'influenceur d'investir à tel stade euh, de la crypto, c'est-à-dire à tel prix. Elle va être listée à tel prix. Et vous avez le droit d'investir un ticket, par exemple, de 10 000 euros en échange d'une pub. Et donc, Mhm. en fait, ils avaient les deux trucs en même temps. Ils avaient et la pub et la notoriété et ils avaient les fonds des influenceurs. Par contre, nous, on avait des deals de ouf où on savait qu'on allait déjà faire x10 au listing, tu vois. Ok. Et ils se sont financés des trucs comme ça. Ça marche plus trop en ce moment, les gars. Ils sortent plus les deals comme ça. Mais à l'époque, ils avaient des deals de fou comme ça. Et Et est-ce que c'était public comme info que ça allait être listé? c'est dans la tokenomics du projet. Ils te disent, voilà, il y a eu tant de parties des jetons qui ont été refilés aux influenceurs. Et ils sont censés mettre toutes les infos qui concernent le vesting et le cliff et tout, etc. à l'intérieur. Ok. C'est-à-dire que des fois, tu touches pas tout d'un coup. Tu vois, tu touchais ça au fur et à mesure du temps. Mais ça, Ouais. c'était méga rentable. Ah, en fait, c'est sûr que la bourse, c'est un marché qui est hyper régulé. T'as pas le droit de faire des délits d'initiés. Et en crypto, c'est pas réglementé, c'est pas régulé. Ouais, Et tu as des gens qui ont des infos avant d'autres, des infos, des insides, hein. ouais, bien sûr. Et en fait, c'est des délits d'initiés, ça serait tellement puni en fait dans le monde de la bourse. Les mecs iraient en prison, hein, feraient du ferme. Et en crypto, non, Ouais. c'est open bar, c'est un peu le Far West, hein, des fois, hein. J'avais vu une vidéo de. Comment il s'appelle le gars de Loup de Wall Street là? Jordan Belfort. Ouais, voilà. Et c'était Jordan Belfort qui était avec Logan Paul et tout ça. Et ça parlait justement de crypto. Et il disait, mais les gars, moi j'ai fait de la tôle pour ce que vous faites tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire d'écrire sur Twitter, ouais, achetez tel crypto, achetez des. Normalement, vous allez en tôle parce que vous en avez. Enfin, c'est un délit d'initié, quoi. Ah oui, oui. T'as pas le droit. Ouais, mais c'est. C'est-à-dire que moi, j'ai des cryptos dans mon wallet et j'ai pas le droit d'aller dire aux gens, ouais, les gars, Link, c'est pas mal en ce moment et tout. Ça, j'aurais pas le droit de le faire, typiquement. Bah, normalement, tu dois être en full disclosure, donc Ouais, voilà. tu dois exposer C'est ça. tes actions, enfin, tu Ouais. dois dire ce que tu as en portefeuille, ouais. Ça va. Le pire, c'est les gens qui disent allez acheter et qui, eux, sont en train de vendre en Ouais, ouais. parallèle, quoi. Ça, ce serait le pire. Mais bon. Non, des fois, c'est une cata, hein, des influenceurs qui savent très bien que ils vont envoyer leur communauté sur une crypto qui va pump une fois qu'ils les auront envoyés et qui vont vendre au plus haut juste pour se faire du pognon sur leur communauté, quoi. Ouais, les groupes de pump and dump, Ouais, ouais, non, ça, ça, c'est une ça cata. existe. Toi, ça a été quoi ton premier contact avec la crypto? Comment tu as découvert la crypto? Euh, Comment j'ai découvert la crypto? Moi, je m'en souviens plus, hein. Je pourrais pas te C'était il y a dire. longtemps? Moi, j'ai acheté mes premiers Bitcoin Ethereum en 2018. Voilà. Et j'ai une ligne d'Ethereum sur un compte titre. Alors, c'est en ETP, hein. Donc, C'est quoi ça? C'est quoi ça? c'est comme les ETF, mais c'est la version européenne parce que les ETF les ETF en Europe doivent reposer sur des actifs qui sont régulés. Donc, tu n'as pas le droit de faire des ETF crypto en Europe. Par contre, tu as le droit de faire des ETP crypto en Europe. Ok. En gros, c'est pareil, sauf que le sous-jacent, c'est pas la crypto, c'est une dette qui est adossée à la crypto. Et les ETP crypto européens détiennent 100%, c'est 100% backé en crypto. Donc, Ok. si tu achètes 1 euro, ils vont vraiment acheter 1 euro de Bitcoin. Juste le sous-jacent, ça va être, ils vont intercaler entre une dette pour que ce soit listé en fait. Ok. Et donc ça, voilà, j'ai acheté une ligne en 2018 que j'ai pas touchée en fait, je l'ai alimentée juste une fois. Et cette ligne, elle a explosé, évidemment. Et elle me rend, comment dire, frustré parce que moi, je fais une stratégie action, ETF, long terme, etc. Évidemment, c'est la ligne qui a le plus de plus-value. Donc,
Donc oui, tu es là en mode, bon, ma stratégie, elle est bien, elle est long terme. Bon, pour l'instant, il y a la ligne Ethereum qui fait mieux, mais C'est le seul je préfère... altcoin que tu as, Ether? Non, Ou non, tu non, t'intéresses à d'autres altcoins quand même? non, j'ai d'autres altcoins. J'ai beaucoup de Bitcoin, évidemment, 50% en Bitcoin. Vraiment, pour moi, ce que je disais tout à l'heure, tu as le Bitcoin et tu as le marché des autres cryptos. Et en altcoin, globalement, j'ai surtout le top 10 des cryptos qui sont en rééquilibrage. Donc, un peu à la manière d'un ETF. Quand il y a une qui passe numéro 11, elle est remplacée par la numéro 10. C'est un index, quoi. Ouais, un index. Tu fais ça comment? Tu sais, Des bundles, j'utilise soit des ETP, encore une Ok. fois, soit des bundles genre sur des exchanges qui font ça. Vous pouvez faire ça sur Bitpanda, les gars, si ça marche. Je Voilà, sais pas si tu connais, mais ils ont des ils ont des index. index, voilà, top 10, top 25, je crois, ils Ouais. font, voilà, ça j'aime bien les Binance suivre. le faisait aussi à un moment. Je sais pas s'ils le font toujours. Et Binance Binance le faisait. fait aussi, ouais. Ils Ouais, ont leur index qu'ils ont créé eux. ouais. Et l'index de Binance est vraiment bien parce que tu possèdes vraiment la crypto en spot derrière. C'est-à-dire que sur Bitpanda, quand tu achètes l'index, bah, dans ton wallet, tu as je sais pas comment il l'appelle, BPI 10. C'est pas de la BPI, mais il s'appelle comme ça parce que c'est Bitpanda I10. Sur Binance, t'as pas l'index dans ton portefeuille, tu as vraiment les cryptos. Et tu peux les revendre si je veux. Je peux virer mes Ethereum de l'index. Ok, ouais. Donc, T'as la main dessus. ouais, voilà, tu as la main sur les cryptos individuellement à l'intérieur. Bon, c'est un faux index, mais ça marche bien quand même. Ok, ouais. Pas mal, ouais. Ouais, ça c'est vraiment bien. Tu m'as dit si j'avais 100 euros à investir aujourd'hui, je les mettrais dans la bourse. Tu m'as dit ça? Un ETF S&P 500? Ouais, un ETF S&P 500. Et si tu avais 100 000 euros, tu les mettrais aussi dans un ETF Ouais. S&P 500. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Alors, comme tu as dit tout à l'heure, il faut être riche pour investir. Enfin, les gens, c'est une fausse croyance. Les Ouais. gens pensent qu'il faut être riche pour investir. Les gens qui sont riches et les gens qui sont moins aisés devraient suivre les mêmes... comment on va dire? Les mêmes principes de Les base. mêmes principes d'investissement. C'est quoi le principe d'investissement? Je suis français, je suis au SMIC, je veux me lancer. Qu'est-ce que je fais? Je veux me lancer dans l'investissement. J'investis tous les mois une même somme de manière régulière, de manière rigoureuse, disciplinée sur un indice diversifié comme le S&P 500, ça peut être le MSCI World. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire en bourse. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, du coup, ce sera sur le TikTok, le SP500 ou le MSCI World Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines, les 500 plus grosses actions, Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, etc. Réactualisées tous les trimestres. Donc, s'il y a la 500e, la 500e action qui est en perte de vitesse, elle est remplacée par la 501e, tu vois, à la manière de la Ligue 1 et la Ligue 2, Ok. pour toujours avoir un portefeuille qui est optimisé et qui est comment dire, qui est ouais, qui est, j'allais dire, j'ai pas En l'inverse de, profit, mais... ouais, qui est l'inverse de perte de vitesse, tu vois, Ouais, qui a le vent en en poupe, growth, ouais. voilà, qui a le vent en poupe. Ces 500 entreprises, elles représentent tous les secteurs d'activité, technologie, santé, financière, etc. Et ce qu'on disait tout à l'heure, historiquement, les actions américaines, c'est 7% net d'inflation depuis plus de 200 ans. Mm. Avec ça, tu détiens en fait l'Amérique. C'est 85% de la capitalisation boursière américaine. C'est le premier pas dans l'investissement, quoi. C'est SP500, c'est simple. Avec une transaction, tu as 500 boîtes. Ouais. Et tu as 500 boîtes qui sont en train de travailler pour toi. Parce que quand tu es actionnaire en bourse, tu es copropriétaire de l'entreprise. Donc, tu es copropriétaire aussi d'une partie tous les ans de ses bénéfices. Ce que les gens demandaient, ouais, action à dividende, est-ce qu'on peut investir aussi Parce que du coup, si c'est un ETF, on n'a pas accès aux dividendes. Si, si. Si? Dans un ETF, tu es actionnaire des 500 entreprises sous-jacentes. Et comme tu es copropriétaire d'une partie des bénéfices, tu es copropriétaire d'une partie des dividendes. Donc, si tu as une action Apple grâce à ton ETF S&P 500 et que Apple verse 1 euro par action en dividende, tu touches les 1 euro. Ok. Et soit le dividende va te les reverser sur ton compte courant, ton compte espèce, soit
l'ETF va réinvestir ces 1 euro dans l'ETF pour qu'il capitalise et que ça crée plus d'intérêts composés. Ok. Voilà. Quelle, quelle appli tu conseillerais aux gens, justement, ou quel site pour investir dans ce SP500, par exemple? Aujourd'hui, un néo-courtier très simple, c'est Trade Republic. Mhm. Alors, je suis full disclosure, hein, du coup, je vais dire tout. Est-ce que j'ai des actions Trade Republic? Non. Par contre, je suis partenaire Trade Republic. Voilà, donc vous pouvez faire vos comparaisons. Pour moi, c'est le meilleur courtier aujourd'hui. Tu peux investir des 1 euro de manière programmée. Tu dis, voilà, je veux investir 50 euros tous les mois dans un ETF S&P 500. Tu programmes ça, tu n'as plus rien à faire ensuite. Et il n'y a pas de frais de courtage sur tes plans d'investissement programmés. Tu peux avoir, grâce à Trade Republic, un compte titre ou un PEA. Et le PEA, plan épargne en action, si tu es résident fiscal français, c'est très avantageux. C'est l'enveloppe la plus avantageuse fiscalement pour investir en bourse. Ok. Bon, ceci n'est pas sponsorisé par Trade Republic, mais c'est vrai que je les vois tourner partout et ça a l'air de. Mais Hop, bah, pour citer d'autres PEA, Bourse aux banques, très bon PEA. ouais. Juste, on ne peut pas passer des ordres en dessous de 100 euros. Fortuneo, très bon PEA. Voilà. Bon, Pour moi, c'est les 3 meilleurs. pas pour les cryptos, les gars, parce que il me semble que justement les trucs comme ça, genre eToro, etc., c'est au niveau des spreads, tu te fais un peu arracher versus un Binance ou même si tu achètes directement sur la blockchain. C'est pas spécialisé crypto, quoi. Déjà, Je sais pas Trade Republic pour le coup, mais. Bourse aux banques et Fortuneo, ils font pas de crypto. Ok. Et Trade Republic, ils ont des spreads qui sont relativement OK. Ok. Après, oui, si tu veux vraiment, si tu es un crypto maximaliste, déjà, tu vas pas aller sur Trade Republic parce que tu peux pas retirer tes cryptos tu peux pas avoir Ah, tes ok. propres clés Ouais. privées. Donc, non, si t'es vraiment, si tu veux, si t'es un crypto qui connaît bien le Ouais. monde des cryptos, non, tu vas pas Aller sur sur Trade un Republic. exchange, ouais. Moi, je me rappelle à l'époque sur eToro, c'était en 2017, il y avait 5% de spread Ouais. sur les altcoins. Donc, tu prenais 5% à l'aller, 5% en retour dans la gueule. Ça faisait mal. Je crois qu'ils ont réduit à 2% maintenant, mais ça fait quand même un Mais peu mal. le problème avec ce genre de courtier, souvent, c'est que c'est des CFD. Donc, c'est des produits dérivés. Tu Ouais. détiens pas vraiment tes cryptos. Ouais, Alors, c'est vrai en plus. Trade Republic, c'est des vrais cryptos. Hein. Ouais. Ils sont PSAN d'ailleurs, donc prestataire sur actifs numériques auprès de l'AMF. Par contre, voilà, si c'est des CFD, fuyez, clairement, trop de frais, c'est un produit dérivé, c'est pas du tout des vrais cryptos. Mais la majorité, je crois, des plateformes de trading, broker et tout, c'est des CFD en plus, c'est pas du vrai. Ouais, dès que c'est une plateforme un peu de trading, Ouais. c'est des CFD. C'est quoi ton avis, toi, sur le trading, justement? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir et disent, ouais, mec, j'aimerais me lancer dans le trading? Qu'est-ce que tu leur réponds? Le trading, c'est comme le football, c'est-à-dire que tu as des Cristiano Ronaldo et des Lionel Messi qui explosent. Pourtant, la très grande majorité des footballeurs, ils seront jamais pros. Ils gagneront jamais d'argent avec le football. En France, il y a l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a fait une étude sur plus de 15 000 investisseurs privés qui faisaient du trading. Le résultat, au bout de 4 ans, 89% ont perdu de l'argent. Donc, c'est un petit peu les stats qu'on voit partout sur les courtiers en trading. Ils sont obligés d'indiquer le pourcentage de clients perdants. Tu descends, il y a marqué 78% de nos clients sont perdants sur 12 mois. 80%, 82%. C'est à peu près ça. Sur 4 ans, en fait, l'AMF a trouvé 89%. Évidemment, il y en a plus sur 4 ans. Ça augmente les probabilités. Donc, moi, ma philosophie sur le trading, c'est que c'est une sorte de casino, en fait. Il y en a très peu qui vont potentiellement exploser, qui vont faire un bon coup, qui peuvent déjà avoir beaucoup de chance. Au casino, tu as des gens qui ont beaucoup de chance. Bien sûr. Au loto, tu as des gens qui ont beaucoup de chance et qui finissent millionnaires. Voilà, c'est un petit peu pareil le trading. Tu as des gens qui peuvent exploser en trading. Ça peut être dû à la chance. Pourtant, la très grande majorité des gens qui vont faire ça, des gens, des particuliers, ils vont perdre de l'argent. Ils vont affronter, je te disais tout à l'heure, hein, des armées d'IA, de traders pros, etc. Ils vont se faire rouler dessus. Littéralement, ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre leurs économies. Et moi, c'est pas du tout ma philosophie. Tu peux pas reposer ton avenir financier sur ce genre de pratique. Faites attention, les gars. Parce que c'est vrai que le trading, enfin, la limite est très proche, tu vois, de quelqu'un qui investit ses cryptos sur Binance.
Il se dit, ah tiens, on peut faire des longues, on peut faire des shorts, on peut faire des. Il y en a Ouais. beaucoup qui se Faire de l'effet de risquent. levier. Ouais, voilà, il y en a beaucoup qui se risquent au trading, même si maintenant ils ont limité les effets de levier et sont Mm. interdits en France. En tout cas, pour tous les acteurs qui sont PSAN et régulés, ils ont enlevé les leviers. Mais vous inquiétez pas, ça devrait revenir bientôt. Il y a MiCA qui arrive, donc la réglementation européenne sur les cryptos, et il y a MiFID qui va permettre à Binance, etc., de reprendre des leviers. On vous lit pas tout hein, depuis le début, rien de plus, sinon c'est du gambling. Et j'aime bien le commentaire là, de Gros Tony. Le casino gagne toujours. Ouais, bien Et sûr. c'est ça, hein. Les acteurs, les courtiers qui vous permettent de faire du trading, souvent ils ont des frais qui vont être assez élevés. Il y a deux gagnants, le courtier et l'administration fiscale. Quand tu fais des achats-reventes, en tout cas en bourse, peut-être en crypto, tu peux être défiscalisé si tu fais des swaps. Mais en bourse, quand tu fais des achats-reventes, tu vas payer beaucoup de frais. C'est le casino qui gagne, donc c'est le courtier Ouais, qui va bien gagner. sûr. Et c'est l'administration fiscale parce que dès que tu as la moindre petite plus-value, tu vas prendre une flat Ouais, tax de 30%. c'est ça. Et toi, in fine, à la fin de l'année, tu vas gagner très peu. Tu vas faire moins bien qu'un gars qui aurait investi dans un simple ETF. Donc, tu vas faire moins bien que le marché, ou même tu vas perdre de l'argent. Il avait préparé des petits jeux pour toi à la régie. Tu veux faire le jeu de. Alors moi, je vois pas l'écran d'ici. Tu le vois, toi, l'écran? Là, l'écran, L'écran ouais. de retour, ouais. Je le vois, ouais. Allez, le wallet. Je sais même pas quelle heure il est, si on est en retard ou si on est en avance. Ah, quel wallet je dois choisir? Ouais. J'ai 10 000 euros à investir. Dans quel wallet je les place? Enfin, non, Ok. non. Dans le 1, le 2 ou le 3. Donc, 1, c'est Apple, Visa, AMD. 2, c'est TSMC, Intel, Nvidia, donc plus IA. Et 3, Microsoft, LVMH, Amazon. Bon, je vais prendre le 3 parce qu'il y a quand même une entreprise française. J'aime bien ces actions. Bon, c'est pas non plus incroyable, hein. Il fallait me mettre un ETF S&P 500, mais avec 3 actions, on reste quand même très concentré, hein. 3 Ouais. ETF, c'est 3 ETF avec 3. 3 actions juste dedans. Ouais, c'est ça. Non, mais ok, je vais choisir le 3. Le 3, il y a un secteur qui se démarque. Est-ce que l'IA, ça va continuer à performer, par exemple? C'est que là, c'est le secteur qui a fait tout exploser hein, en ce moment. Hmm. Nous, tu vois, en crypto, c'est pareil, on a des narratifs, le gaming, le RWA, le machin. Au niveau des stocks, ça, des actions, c'est quoi le narratif qui se profile et qui risque d'être bénéfique sur le long terme, sur les 10 prochaines années? Moi, mon narratif, c'est en ayant un ETF, vous avez un portefeuille qui se renouvelle continuellement. Et s'il y a un secteur qui explose, vous l'aurez en portefeuille. Donc, soyez agnostique, soyez humble d'ailleurs. Vous n'en savez rien en fait dans le monde dans 10 ans. Qui peut prédire le monde dans 10 ans? Et donc, si vous avez un portefeuille diversifié, vous allez en profiter, peu importe le secteur qui va exploser. Ok. On a un autre. Est-ce que je me défausse un peu trop là? Oui, bah oui, donne-nous des. Tu m'as parlé de stock picking là. C'est ça que tu m'avais dit, La sélection individuelle d'actions. l'investissement que tu regrettes le plus. Tu faisais ça avant du stock picking? Ouais, c'est ça. Sélectionner moi-même mes actions individuellement avec un portefeuille de 15 à 20 actions. En fait, tu te fais défoncer niveau fiscal parce que c'était sur compte titre, forcément. Dès que tu reçois un dividende, c'est 30%. Ça grève forcément ta performance. Ensuite, les actions que tu choisis, en fait, tu n'en sais rien. En fait, personne ne sait lesquelles vont exploser, lesquelles vont se casser la figure. Et comme je te disais tout à l'heure, tu vois, Orpea, on te sort un livre dessus, mais t'en sais rien, en fait, tu pouvais pas le prédire. C'était au CAC 40 ça ou pas? Ouais, c'était au CAC 40. Ah ouais. Atos, pareil, Atos, super entreprise française, bon père de famille, moins 99%. Est-ce que c'est les mecs qui faisaient les QR codes et tout Atos, c'est une entreprise cybersécurité un peu diversifiée aussi en France. Et c'est pas celle-là où justement il y avait. Comment il s'appelle l'ancien Premier ministre là Tu sais, celui qui a. On appelle ça un Visigoth, non? Et- Edouard Philippe, Ouais, Edouard Philippe. Vitiligo. Ouais, vitiligo, pardon, désolé. Et je crois que c'est lui, une fois qu'il a été viré, il a été chez Atos, c'est ça? Ou je raconte des conneries peut-être. Je suis pas l'actu des députés, enfin des premiers ministres. Ouais, mais moi je suis tout ce qui est les délits d'initié et tout. Les trucs comme ça. On a un autre petit game, c'est quoi? Game. Si je vois d'ici. Waouh. Alors, j'habite en Tier France, list. je suis salarié, j'ai 10 000 euros. Dans quoi est-ce que je les investis? La tier list. Ok.
Donc le 1 Je étant... suis salarié, j'ai 10 000 euros. voilà. J'ai un horizon long J'ai 10 terme. 000 euros de côté. Voilà. J'ai un Ok. horizon long terme. Disons, comment est-ce que je répartis dans mon portefeuille, sachant que 1, c'est là où j'en vois le plus, et 7, voilà, on aurait pu faire un camembert, mais le 1, c'est là où j'en vois le plus, et le 7, c'est là où j'en vois le moins. Voilà. Ok. J'en vois le moins d'argent. Ok. Bon, en 1, on va mettre les ETF. C'était sûr, nous dit la régie. Ah non, les gens disent Bitcoin en 1. C'est la commune crypto, ouais. En 1, ETF. Ensuite, en 2, on va mettre des SCPI. Superbe classe d'actifs. Incroyablement résiliente. De l'immobilier passif. Les meilleurs SCPI versent autour de 7% par an. C'est résilient. 2008, crise financière mondiale et crise même immobilière. Les SCPI font 0%. Pas de perte pour les investisseurs. Hyper bonne classe d'actifs. Ensuite, on va mettre. Ensuite, waouh, après, il y a. Waouh, waouh, waouh. Ensuite, on va mettre. Bon, c'est vraiment un profil offensif. Enfin, toi, ce que tu conseillerais en tant que Ouais, SIF. si je conseillais, il faudrait que j'ai le profil de la personne. Est-ce que c'est vraiment offensif? Est-ce que c'est long terme? Est-ce que c'est Ouais, on est offensif. offensif On long est terme? Bon, offensif. pour faire plaisir un peu aussi à la commune, on va mettre Bitcoin. Allez. On va mettre Bitcoin. Ensuite, on va mettre de l'or. Ensuite, on va mettre des startups. Et ensuite, on va quand même se sécuriser. On va mettre un bon fonds euro, des très bonnes assurances vie. Et ensuite, on va mettre du livret A. Il faut quand même en avoir. Hein. Épargne de précaution pour les aléas financiers. Voilà. Ça, c'est le portefeuille. Qu'est-ce qu'ils disent? Neuralink, livret A direct. J'achète des cartes Pokémon. Ok. Ok, mais des fois, combien pour chaque position? Bon, les gars, c'est vague. On n'a pas le droit de faire de conseils, comment on a dit tout à l'heure, personnalisés. Je te fais des petits vrais ou faux. Mettre tout mon argent sur le livret A, c'est une bonne idée. Faux. Est-ce qu'il faut être riche pour investir? Faux. Non. Je dis vrai ou faux? Ouais, vrai Ouais. ou faux. L'investissement en bourse, c'est trop risqué pour les débutants. Faux. L'immobilier est le seul investissement sûr. Faux. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans une résidence principale? Vrai. Est-ce que les riches ont accès à de meilleures opportunités d'investissement que les autres? Vrai. Acheter quand le marché baisse, c'est toujours une bonne idée. Vrai. Il faut suivre les conseils des experts financiers sur YouTube. Faux. Investir dans les cryptos, c'est comme jouer au casino. Faux. Le DCA est la meilleure stratégie d'investissement. Faux. On peut devenir riche rapidement grâce à l'investissement. Faux. L'épargne de précaution doit toujours être placée sur un compte bancaire. Compte bancaire livret A ou Ouais, ouais. vrai? Un crédit, c'est forcément une mauvaise idée. Faux. Les dividendes sont un revenu passif garanti. Faux. Plus de rendement signifie forcément plus de risques. Vrai. L'investissement en bourse est trop risqué pour un débutant. Tu m'as dit Faux. faux. Mais comment Attends, l'investissement en bourse est trop risqué pour les débutants, c'est faux. Hmm. Comment est-ce qu'on peut avoir... Mais quand même tout à l'heure dans l'autre question, bon là vous ne l'avez pas, dans l'autre question, tu m'avais dit il faut se former quand même avant de Ouais. commencer à investir. Ouais. Comment est-ce que je peux me former rapidement à l'investissement en bourse? Acheter un très bon bouquin. Regarder des vidéos sur Vas-y, YouTube. shout out ton bouquin. Non, pas forcément le mien, mais franchement, il y a des ressources partout aujourd'hui pour se former rapidement. C'est accessible à tous. Sur Internet, ça peut être gratuit. Franchement, pour débuter, Hmm. il y a plein de ressources YouTube. aujourd'hui. YouTube. YouTube, les livres. L'immobilier est le seul investissement sûr. Ça, c'est faux. De un, c'est pas sûr. Il y a plein de gens qui investissent en IMO et qui sont pas rentables. Il y a plein de conseillers en gestion de patrimoine qui vous disent d'investir dans des Pinel et la rentabilité est dégueulasse, voire négative. Il y a plein de gens qui ont des gens qui squattent ou qui ont une énième fuite d'eau ou qui n'arrivent pas à trouver de locataire ou qui se font matraquer fiscalement. Donc, si c'est bien fait, l'immobilier, c'est très puissant avec effet de levier. Mais il y a plein de gens qui font mal les choses en IMO et qui seraient mieux ailleurs. Mm.
Et en plus de ça, c'est pas du tout le seul investissement sur. C'est le seul investissement qui est vraiment tangible. On a les Ouais. clés, on peut visiter, on se dit ça, c'est à moi. Il faut aller au-delà de ça. Si tu investis dans une entreprise, si tu as des actions Apple, oui, tu vas peut-être pas aller en Silicon Valley, on va pas t'offrir un billet d'avion pour aller voir le siège d'Apple. Il devrait. Pourtant, tu es bien copropriétaire Ouais. de cette action et de cette boîte. C'est pas tangible. Pourtant, c'est quand même très puissant aussi. T'en penses quoi d'ailleurs de l'immobilier en 2025? C'est un bon plan ou c'est risqué? Est-ce que c'est la bonne période pour les gens qui aimeraient se lancer en immobilier? On est sur un marché IMO qui reprend ses couleurs peu à peu, des taux qui ont bien baissé. Clairement, ça peut être un bon plan si c'est bien fait, si c'est bien optimisé fiscalement, si c'est bien rentable et si le business plan est bien anticipé, quoi. Après, il y a eu une réforme fiscale, la LMNP est un peu moins avantageux qu'avant. Comptablement, on peut plus déduire enfin, on doit déduire les amortissements lors du calcul de la plus-value. Mais voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous, il y a plein de gens qui viennent nous voir dans notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. On calcule avec eux la rentabilité de leurs biens immobiliers locatifs, net de tout, une fois que tu as enlevé la taxe foncière, l'impôt sur les revenus fonciers, la vacance locative, etc. On arrive à parfois 2% de rentabilité. Hmm. C'est nul. Pour une gestion locative énorme. Des travaux, la gestion des locataires, de la paperasse, etc. Ça devrait être combien en moyenne? Si tu n'arrives pas à faire au moins du 5%, tu es mieux rien qu'en SCPI. Et SCPI, c'est de l'immobilier plus diversifié. Sectoriellement, tu vas avoir des hôtels, des basic fit, des spars, des décathlons. Tu vas avoir de l'immobilier professionnel, des gens qui payent. Hein. Ouais, bah, Et tu vas avoir ça dans toute l'Europe. Avec une SCPI, tu peux avoir un portefeuille de 200 biens immobiliers. Tu as un locataire qui ne paie pas, tu as 199 autres locataires qui payent. Si tu as un studio à Toulouse, ton locataire ne paye pas, c'est ciao. Rentabilité négative, ouais. parce que toi, tu continues à payer la taxe foncière, etc. Et en SCPI, c'est la société de gestion qui gère tout pour toi. Tu n'as rien à faire. Ouais, mais c'est parce que les gens, ils se disent, oui, mais à la fin, j'aurai mon appartement et il m'appartiendra, etc. Et Ouais, mais c'est pareil, voilà, la société civile de placement immobilier, SCPI, tu es actionnaire de la société. C'est ouais. dans les statuts, Mais t'as pas l'effet de levier. tu peux avoir l'effet de levier en Tu SCPI. peux avoir Ah oui, tu tu peux. peux faire un crédit pour aller investir en SCPI. Mais tout à fait. Ok. Pourquoi les gens Donc, font pas ça? ignorance, a priori, c'est Les essentiellement banques ça. sont ok sur ça? Enfin, c'est. Ouais. Moi, je suis nul hein, en immobilier, jamais fait de crédit, quoi que ce soit, j'en Ouais, sais rien, alors, moi. pas toutes les banques. Souvent, les banques, elles vont te permettre de t'endetter pour acheter leur SCPI à elles, mais qui sont nuls, qui sont dégueulasses. Il faut pas faire ça. Mais tu as des courtiers, voilà, tu vas pouvoir emprunter. Alors, c'est un peu plus cher. Les taux vont être un tout petit peu plus élevés, 0,5 à 1% de plus. Mais si, en fait, derrière, tu as zéro gestion et tu as une rentabilité de 5% net au lieu de ton 2%, ah ben, tu es gagnant. Et c'est pour ça que je comprends pas. Les banques, elles prêtent pour à toi en tant que particulier, comme tu dis, il y a des galères derrière peut-être, on n'est pas forcément sûr d'être rentable en immobilier. Par contre, elles nous prêteraient pas pour aller investir dans du SP500 ou Ah non, ben une non. SCPI. Non. Ce serait bien ça de pouvoir faire un crédit pour pouvoir aller investir en SP500. Enfin, elles devraient dire oui, quoi. Alors, elles te diront non, sauf si tu mets un collatéral derrière. Ok. C'est ce qui s'appelle le crédit lombard. Et si elles sont capables de pouvoir saisir quelque chose, Ok. elles, à tout Ah oui, moment, bah pour oui. rembourser. Ok, ok, je vois. Mais Pas pas sûr de sûr. pouvoir En fait, revendre quand on veut en SCPI. pas sûr de pouvoir revendre quand on veut à SCPI, pas sûr de pouvoir revendre quand on veut en immobilier tout court. Mes parents, ils sont en train de vendre un bien IMO, ça fait 6 mois qu'ils en vendent. Ils n'arrivent pas à le vendre. Mince. Ouais. Pour les meilleurs SCPI, ça part en moins d'un mois aujourd'hui. Pour des SCPI, effectivement, un peu pourris, que justement, ta banque t'a mis dans ton assurance vie ou... Non, alors l'assurance vie, c'est différent parce que la liquidité est garantie, mais si ta banque elle t'a fait emprunter et t'a acheté des SCPI en direct, des SCPI de la banque, oui, là, tu peux vraiment galérer. Mais comme tu peux galérer avec un bien immobilier que tu n'arrives pas à revendre, hein. C'est la même chose. Aujourd'hui, les meilleurs biens immobiliers partent comme ça et les meilleurs SCPI partent comme ça également. Ouais. C'est de l'immobilier, en fait, c'est pareil.
Moi, c'est cet aspect non liquide que j'aime pas trop sur l'immobilier, tu vois, de justement pas pouvoir Hmm. claquer des doigts et avoir l'oseille tout de suite. Ce qui est différent avec la crypto, c'est le truc le plus liquide Ouais. qui existe, tu vois. On a tout de suite accès à nos liquidités, quoi. Bah, une solution à ça, c'est avoir des SCPI dans une assurance vie. Et là, la liquidité, elle est assurée par l'assureur de l'assurance vie. Et en 72 heures, tu vends tes SCPI. Ok. Ça va très vite. Moi, je suis assez nul hein, sur les trucs comme ça. Je vais reprendre là où on était. Et après, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était quoi? Je suis sur LMNP. Est-ce qu'il faut que j'arrête? Oui, bah, c'est ça. En fait, si tu calcules ta rentabilité et que tu es à 2% net, et qu'en plus de ça, tu vas te prendre une fiscalité énorme à la revente lors de la plus-value parce que le LMNP n'est plus aussi avantageux qu'avant, est-ce qu'il ne faut pas arbitrer? Voilà, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut étudier la situation. Nous, on fait un vrai travail de fond avec nos clients quand c'est le cas pour voir. Et voilà, quand c'est ça, généralement, effectivement, un arbitrage est gagnant sur deux aspects, le temps et l'argent, quoi. Et donc, c'est tout bénef. Les gens qui disent SCI Holding, c'est quoi la question Ouais, alors si le LMNP n'est pas hyper avantageux, tu peux avoir un régime peut-être plus stable dans le temps, notamment, c'est donc les sociétés civiles immobilières, les SCI. Si tu as, si t'as d'autres boîtes, tu peux avoir une holding au-dessus, tu peux faire remonter les dividendes. Bon, on rentre peut-être dans des choses un peu complexes, mais oui, si vous êtes des entrepreneurs avec des sociétés, en immobilier, ça peut être intéressant, hein, clairement, avec des SCI, avec des holdings, etc. Je reviens sur les intérêts composés. Comment en profiter simplement, concrètement? Intérêt composé, c'est tes gains qui vont eux-mêmes générer des gains. C'est effet boule de neige. Est-ce que tu préfères 1 centime qui double tous les jours pendant 30 jours ou est-ce que tu préfères que je te donne 1 million d'euros tout de suite? La majorité des gens vont dire 1 million d'euros, mais c'est le centime. C'est le centime qui double tous les jours pendant 30 jours. À la fin, ça fait 10 millions. Ça, c'est l'effet exponentiel. C'est exactement l'effet des intérêts composés. Et comment en profiter? Tout simplement, c'est dès que tu as des gains sur tes investissements, faire qu'ils puissent continuer de travailler pour générer eux-mêmes des gains pour enclencher cette machine des intérêts composés. Vous aviez ça à l'époque sur, enfin ça y est toujours sur certaines poules de liquidité, tu sais, quand tu fais du farming ou du stacking ou autre, en crypto et tu as des poules de liquidité avec intérêt composé, ça réinvestit vos gains. Sur PancakeSwap à l'époque. PancakeSwap. Ça, ok, mais du concret. La définition, ok, on a compris. Ah, Pas ok. du concret. Le concret, alors, je sais pas, du concret en crypto, en ETF. Alors, par exemple, en ETF. En ETF, tu prends un ETF capitalisant, donc qui va réinvestir directement les dividendes dans l'ETF. Donc, ton argent, en fait, il est tout le temps au travail. Et là, tu vas profiter des intérêts composés. Quand je disais tout à l'heure, les actions américaines ont fait 7% net d'inflation depuis 200 ans. Et c'est 7% tous les ans. Et donc, si tu tiens 10 ans, tu n'as pas 7 fois 10, tu n'as pas 70% de gain. Ouais. Tu as 7% à la puissance 10. Et ça, en 10 ans, ça t'a fait plus que doubler en fait ton Ouais, bien sûr. capital. Non, ça t'a fait doubler ton capital en 10 ans, 7%. C'est la règle des 72 d'ailleurs. Vous faites 72 divisé par ton rendement annuel. Donc, si tu as 10% de rendement annuel, 72 divisé par 10, tu doubles ton capital tous les 7 ans. Ok. Si tu as un rendement annuel de 7, 72 divisé par 7, ça fait à peu près 10. Donc, tu doubles ton capital tous les 10 ans. Voilà, donc par exemple, un ETF S&P 500 qui réinvestit les dividendes, c'est intérêt composé, c'est un des meilleurs vecteurs d'intérêt composé. Sur le Bitcoin, c'est tout simplement garder tes Ouais. Bitcoins investis. Et si tu as du yield qui tombe parce que tu génères du yield, tu les réinvestis le plus rapidement possible pour avoir les intérêts composés. Ah, voilà, en crypto, vous pouvez faire du stacking. Par exemple, avec Meria, je sais qu'ils font ça. Je sais pas s'il y a des intérêts composés chez Meria. Vous pouvez faire du mining et l'argent que vous touchez, vous le réinvestissez. Enfin, vous pouvez faire plein de choses pour. C'est ça, tu as des ETP crypto du coup en Europe qui permettent de faire le stacking. Donc ils ont d'ailleurs ça gomme souvent les frais. Donc Ok. tu as des ETP crypto qui te facturent 2% de frais par an et Tana ils vont te dire bon ben nous on fait du stacking sur vos cryptos, il y a un peu plus de risque. Par contre, il y a 0% de frais. Et même si on génère des revenus supérieurs à ces 2% de frais qu'on a annulés du coup, on les réinvestit dans l'ETF, tu vois.
Ça me choque qu'il y ait des dans mecs qui l'ETP. font ça en France, parce qu'à chaque fois, on nous dit que la régulation est compliquée et tout. Il y a vraiment des mecs qui font ça quoi, en France. Ouais, Enfin, ouais, des banques qui font ça. ouais, alors c'est des banques, des sociétés de gestion Ok. de TP. Tu tapes ETP Stacked. Alors, je sais plus sur quelle crypto ils font ça, mais sur pas mal de cryptos. Et tu en as plein. Je connais CoinShares qui fait ça, la société de Ok. gestion CoinShares. Je crois que 21 Shares, ils se sont mis à faire ça. Et Van Eck. Ok. Donc ça, c'est des sociétés de gestion qui sont vraiment spécialisées dans les ETP crypto en Europe. Van Eck, ils font aussi des ETF aux US. Es-tu soumis à la flat tax? Bien évidemment, les amis. Alors, si tu as un ETF qui réinvestit, non. Non, mais sur la crypto, je pense, sur le stacking. Oui, alors si tu touches le fruit de ton stacking en fiat, oui, ça déclenche la fiscalité. Et si tu compounds, enfin si tu composes tes intérêts sans passer en fiat, tu n'as pas de flat tax sur la crypto. USDC, les gars. Gardez en USDC. stablecoin. Qui seront bientôt taxés aussi. Et ils veulent faire ça aussi bientôt. Ouais. Ça va être compliqué. Là, il faudra trouver d'autres échappatoires. T'as vu ce qu'ils veulent faire aussi, j'ai vu ça passer, c'est si tu n'arrives pas à démontrer ton prix d'achat d'une crypto, ils vont faire comme si tu l'avais acheté à zéro. Donc 100% de plus-value, 100% taxé. Donc gardez tous vos historiques de Normalement, transactions. les exchanges, ils Ouais, gardent. les gardes. Mais bon, si tu as fait des trucs obscurs sur ton MetaMask avec un exchange qui n'existe plus, bon, Ouais. C'est sur la blockchain, normalement. c'est On sur la arrivera à blockchain. retrouver. Ouais, pas sûr. Enfin, faut réussir à expliquer ça au contrôleur fiscal derrière qui n'y connaît rien. Ouais, ils y sont pas encore. Je pense à aller chercher sur les MetaMask et les Ledger et Ouais, ouais, tout. ouais. Mais ça va arriver, les gars. On a fait une émission spéciale fiscalité, comptabilité, là, il y a pas longtemps. Et les nouvelles sont pas bonnes, je pense, pour le futur. Même Claire Balva aussi disait d'ici l'année prochaine, c'est les exchanges qui vont automatiquement balancer vos comptes au fisc, quoi. Ouais, C'est-à-dire ok. qu'aujourd'hui, ça, pour ceux qui sont PSAN, ça fonctionne sous forme de demande, en fait. Et ils peuvent demander, oui, est-ce que tel mec il a un compte Binance? Et eux, ils sont obligés de fournir. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Si vous n'êtes pas un bandit, il n'y a personne qui va demander d'avoir accès à votre compte Binance. Mais après, à partir de l'année prochaine, ou celle encore d'après, ça va être automatique, quoi. Et les banques vont communiquer, les Binance et tout vont communiquer directement avec les services adéquats, services des Hmm. impôts. Ouais, ok. Donc peut-être qu'un jour, ça sera même comme la bourse, ça sera pré-rempli dans ta déclaration fiscale. Ah, c'est comme ça sur la bourse? Ouais, sur ton PEA, tes assurances vie, etc. Ok, T'as pas à calculer toi-même, en fait, c'est pré-rempli. ok, Tu te reconnectes sur impôt.gouv. Tac, ah, ok, il faut que je déclare ça. Tu peux vérifier les calculs, tu peux contester. ouais. Et Mais puis c'est ça ce qu'elle sera ça disait dans aussi, le ouais, jour. que ce sera pré-rempli dans le truc. Ouais. Pour finir, peut-être, tu m'as dit le DCA, c'est pas la meilleure stratégie d'investissement. Non, parce que ça dépend sur quoi, en fait. Quand on parlait des SCPI, le DCA, ça sert à rien parce que les SCPI, c'est pas volatile. Ok. Le DCA, ça sert à lisser l'achat lorsque tu as un actif qui est volatile, qui fluctue énormément. Et toi, tu veux quoi? Tu veux pas t'être positionné à un moment où c'était très haut. Sur les SCPI, ça varie pas. Ok. Donc, le plus pertinent, c'est d'investir le plus tôt possible pour profiter des loyers versés par les SCPI le plus tôt possible. Donc, c'est pour ça que j'ai dit non, parce que ça dépend des classes d'actifs. Ok. Mais sur la crypto ou les ETF, ça reste intéressant de faire du DCA, quoi. Oui, sauf si tu as une grosse somme à investir. Si tu as une grosse somme à investir, bah, c'est bête d'investir, je sais pas, imaginons, tu as 10 000 euros à investir. Si tu investis 200 euros par mois et tes 10 000 euros, tu les étales sur 5 ans, Ça sert à rien. ça sert à rien. En tout cas, les études montrent que le plus tôt tu investis, le mieux ça sera, sauf si psychologiquement tu n'es pas prêt à avoir une forte baisse d'un coup et là tu vas paniquer et tu vas vendre. Dans ce cas-là, c'est intéressant de t'étaler, mais pas sur 5 ans, plutôt sur 12 mois au maximum. Ok. Après, normalement, pour les gens qui suivent pour les ah non. Pour les gens qui suivent un peu la crypto, bon, vous commencez à avoir une connaissance des cycles. Tu vois, les gens arrivent à comprendre un peu, tu vois, tous les 4 ans comment ça fonctionne.
2023, c'était un bon moment pour recharger. 2019, c'était un bon moment pour recharger, etc., etc. Donc, on a un petit edge quand même par rapport à ça. Tu vois, on essaie d'avoir un petit avantage et de se dire, bon, bah, on balance en bear market. D'ailleurs, en ce moment, c'est en train de bien couler le sang. Je ne sais pas si on a le prix du Bitcoin en ce moment. On est à combien? On est passé de quasiment 110 000 à 83 000. Et on avait la question tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est toujours une bonne opportunité, le bon moment d'investir dans les cryptos en 2025? Euh, Moi, ma philosophie, c'est j'ai pas de boule de cristal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à 83 000. Si ça se trouve, dans 6 mois, c'est à 60 000. Si ça se trouve, dans 6 mois, c'est à 110 000. Ce qui est facile, c'est le biais rétrospectif. C'est ah oui, c'était un bon moment d'investir en 2008 Ouais. ou en 2009. Ah ouais, c'était un super moment. Ouais, enfin, sauf qu'en 2009, personne ne connaissait Bitcoin. C'était un bon moment d'investir sur Amazon en 2001, après avoir fait moins 95% par là ou moins 90%. Ouais, génial, parce que tu sais qu'aujourd'hui, Amazon, ça a explosé et que c'est un des leaders du cloud et marketplace au monde. Ouais, sauf qu'en 2001, personne ne savait ce qu'allait devenir Amazon, tu vois. Et alors, sur le Bitcoin et sur les cryptos, ouais, il y a des cycles et tout. Et, là, tout le monde est en train d'être surpris. Ah, elle est où la all season, tu vois? Ouais. Ouais, bah oui, bah, en fait, Je pense que les cycles, c'est mort, c'est pas bah, une science exacte. il y a des cycles. C'est clair qu'il y a des cycles. Maintenant, réussir à timer les cycles, réussir à vendre au bon moment et à racheter au bon moment, moi, je pense que la grande majorité des gens, un peu comme le trading en fait, c'est la même chose, la grande majorité des gens vont perdre leur plume à faire ça. Il y en a qui vont gérer, tu vois, il y en a qui vont sortir une plus-value de malade et ils vont s'en vanter sur Twitter. Sur Twitter, on a un biais du survivant atroce. Tous ceux qui réussissent vont le dire. Tous ceux qui échouent vont se taire. Ouais, bien sûr. Donc, moi, ma philosophie, c'est de dire, les gars, on n'en sait rien en fait. Continuez votre DCA parce que c'est volatile justement. Donc, continuez d'investir régulièrement. Et en fait, c'est comme ça que la majorité des gens vont s'en sortir. Si vous faites du trading, il y en a, là, dans ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être 10% qui vont réussir à faire mieux que le Bitcoin. Il y en a 90% qui vont faire moins bien d'une stratégie buy and hold. Bon, il fait du politiquement correct, les gars, mais buy the deep. Allez-y. Là. Buy the deep. Donc pour toi, on est dans le deep là. On n'est pas loin du retournement, hein, j'ai l'impression, mais comme tu dis, c'est compliqué à timer, évidemment. Et de toute façon, moi, ce que je dis aux gens, et tu vois, même à 50 000, j'avais déjà commencé à sortir. Comme je disais aux gens, et ce qui leur manque, c'est un plan de sortie. Ils savent tous rentrer dedans, mais personne ne sait quand sortir. Et ça, c'est souvent les messages qu'on a le plus. C'est ouais, les gars, il faut que je sorte maintenant. Normalement, si tu l'as prédéfini avant et que tu as dit j'ai acheté du Bitcoin à 15, bah, je vais en revendre une petite partie à 30, une petite partie à 60, une petite partie à 100. Normalement, vous n'avez plus de questions à vous poser. Et vous n'avez plus ces histoires de peur, etc. Et le problème, c'est que les gens, ils gardent 100% jusqu'au maximum, jusqu'au. Au maximum qu'ils pensent Ouais, voilà. un Jusqu'au jour plus haut. atteindre et qui n'atteindront Et jamais. moi, j'ai fait cette erreur en 2021 en pensant que le maximum c'était 100 000 et non, on s'est arrêté à 69. Et après, bah, c'est la question de. Ouais, j'en ai reçu un autre tout à l'heure, là, juste avant qu'on commence. Ouais, j'ai investi du XRP, j'étais en profit et là, ça commence à redescendre. À ton avis, je fais quoi? Je vends ou je le garde? J'en sais rien, les gars. Vous auriez dû revendre la moitié, tu vois, au minimum. Enfin, revendre. Ouais, c'est sûr. Et la crypto, c'est tellement volatile que souvent, ce qu'on conseille, c'est tu fais x2, tu retires ta mise initiale et après, tu laisses le reste partir, tu vois. Le SHAD, sell half à double. Ah, c'est sûr. Faut réussir à faire x2 déjà. Ouais, en crypto, c'est facile. J'ai perdu mais un de mes comptes DCA depuis 5 ans. Aïe. Faut avoir un plan de trading et le respecter, bien sûr. Tes enfants le sortiront si c'est pas ton boulot. Je sais pas de quoi on parle. Je crois qu'on arrive sur la fin. Si vous avez. Ouais, on arrive à 2-3 minutes de la fin. Merci beaucoup. Moi, je connaissais rien en SCPI, machin. Je pense que tu as bien éclairé les gens. Tu as répondu à toutes les questions. Sans trop te mouiller quand même. Mais ça va. Et le truc aussi intéressant aussi sur le private equity, ça, je regarderai. Ouais. Tu as dit 20%? 20%? Ah ouais. Ouais. Bon, ça, je regarderai. Si vous avez quelques questions, les amis, n'hésitez pas. Et après, on vous dira. Ah, il y a une question dans le public, carrément. Selon toi, est-ce que acheter du Bitcoin maintenant, c'est pareil que d'acheter de l'or il y a 30 ans? Acheter de l'or il y a 30 ans. Waouh. Je comprends pas trop la question en fait.
C'est la question du public. C'est-à-dire, est-ce que c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Est-ce que c'est une Hmm. opportunité d'une vie, une Est-ce que c'est l'opportunité opportunité d'acheter de l'or il y a 30 ans? D'accord, ok, je comprends. Euh, Moi, il y a 30 ans, l'opportunité, c'était pas d'acheter de l'or, hein. Il y a 30 ans, c'était déjà d'acheter un bon ETF S&P 500. Tu aurais fait mieux que de l'or. Ouais. Donc, aujourd'hui, avant d'investir dans du Bitcoin, ayez d'abord un bon portefeuille d'ETF, de SCPI, de private equity. Et après, vous pouvez aller sur du Bitcoin. Moi, je trouve que les gens brûlent des étapes. Ils ont direct 90% de leur patrimoine en crypto. C'est plus simple. Enfin, c'est plus facile de. Ouais, tu te dis que tu as un potentiel de gain bien plus élevé, Ouais, quoi. ça C'est bouge. sûr que tu as un potentiel de perte bien plus élevé aussi. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de. C'est souvent les jeunes qui investissent en crypto parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils se disent, ouais, avec 50 euros, je peux peut-être faire 100 000. Effectivement, en bourse, tu pourras jamais. Le truc, c'est que tu peux peut-être faire 100 000, mais tu peux peut-être perdre tes 50 euros, en fait, tu vois. C'est un peu comme le loto, ouais, avec 5 euros, tu peux peut-être faire des millions. Mais est-ce que c'est ça vraiment ton plan? Moi, mon plan, c'est voilà, c'est investissez, long terme, ETF diversifié, un truc long terme. C'est pas ça qui va vous faire devenir riche, mais dans 20 ans, en fait, vous allez avoir des sommes qui vont être tellement conséquentes, ou dans 30 ans ou dans 40 ans, que si vous l'avez pas fait, dans 20 ans, dans 30 ans ou 40 ans, vous allez regretter de ne pas l'avoir fait et de tout avoir misé sur des cryptos, quoi. Moi, ça, c'est ma philosophie. Après, ma philosophie, c'est d'avoir aussi un peu en crypto, clairement, mais pas trop. Ah ouais, la philosophie, c'est la Lambeau ou la rue et La Lambo ou la rue, ouais, c'est ouais, un peu ça le truc. c'est meme coin et Trump coin direct. Merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir. Tu as répondu à toutes les questions. Avec plaisir de te recevoir. Tu sais, des fois, on fait des formats où on est trois, carrément. Il faudrait qu'on trouve un mec pour te confronter et qui dise non, Mathieu Louvet, je l'aime pas, il raconte des conneries. On trouvera un mec pour te confronter et comme ça animera encore plus le débat. Bah, merci beaucoup. Merci au chat d'avoir été actif. On a essayé de regarder un peu toutes les questions. Merci à la régie. À la prochaine. Si tu es là, c'est que tu as regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup. N'hésite pas à nous mettre un commentaire, à t'abonner et à bientôt pour un nouvel épisode de Blogs. Let's go.